Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'interview de la semaine. Elle est depuis 12 ans secrétaire exécutive de l'Organisation panafricaine des femmes. Madame Alouata Ishata Saï est aujourd'hui le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Madame le ministre qui nous reçoit aujourd'hui dans son cabinet. Merci Madame le ministre. Vous rentrez d'une mission qui vous a conduit avec deux autres de vos collègues du gouvernement dans les camps de réfugiés au Burkina Faso. 35 000 de nos compatriotes, selon certaines estimations, y vivent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir quel sentiment le ministre de la Promotion de la Femme, le ministre de la Famille que vous êtes, a au vu de cette marée humaine qui a dû quitter le pays? Comme vous l'avez dit, nous avons effectué la semaine dernière, avec mes collègues de l'éducation et de l'action humanitaire, une mission en vue de visiter les populations déplacées du Nord, qui se sont réfugiés au Burkina Faso. Et arrivés, nous avons pu constater que le peuple frère burkinabé, les autorités du Burkina ont vraiment accueilli nos compatriotes. Et nous avons été accueillis par nos homologues du Burkina qui avaient déjà effectué des missions et qui nous ont fait le feedback. Ce qui nous a permis à trois de réfléchir et de nous organiser pour rendre visite avec émotion à nos frères et sœurs. Donc nous avons eu à visiter 3 ou 4 camps des réfugiés. Vous l'avez dit, on ne peut pas rendre visite à ses compatriotes réfugiés en dehors du pays et ne pas être ému. Et quand je suis arrivée en tant que ministre de la Famille, je pense que c'est mon groupe cible qui est le premier concerné. Ce sont les femmes et les enfants qui sont les victimes et qui sont les plus vulnérables. Mais compte tenu de la situation et compte tenu de mes responsabilités, en trouvant des populations en détresse, je ne peux pas faire sentir mon émotion. Il fallait être forte et pouvoir les encourager et pouvoir les rassurer que le gouvernement du Mali est en train de tout mettre en œuvre pour les aider à revenir, pour que le pays ait la stabilité, pour qu'ils soient en sécurité et pour qu'ils reviennent chez eux. Vous avez parlé, madame, de détresse. Dans quelles conditions est-ce que ces réfugiés vivent aujourd'hui? Partout où nous sommes passés, ces populations ont remercié le peuple burkinabé pour l'accueil. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on est bien que ce soit. Voir des chefs de famille qui ont quitté leur famille, qui ont peut-être 2 ou 3 maisons, qui ont laissé toutes leurs richesses, qui ont laissé la mère patrie, pour aller se retrouver sous des tentes, dans des camps. Et avec les intempéries, avec l'hivernage qui a commencé dans le Sahel, vous imaginez un peu la détresse dans laquelle ces familles sont. Il y a la détresse par rapport aux enfants. Les enfants qui sont là-bas, qui ont abandonné l'école, qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'ils n'ont pas le même curricula que les Burkinabés. Malgré tous les efforts, ils ne peuvent pas suivre les mêmes cours que les Burkinabés. Vous avez des femmes enceintes, vous avez des personnes âgées, des personnes chroniquement malades qui traînent des maladies, qui ne savent pas comment les soigner. Donc face à toute cette situation, je ne peux dire que ces populations sont en détresse. Alors quel a été votre message fort, donc le message du gouvernement à l'endroit de ces populations? Notre message, d'abord, c'est leur remonter le moral, leur dire que nous sommes avec eux. Il fallait faire ce déplacement, aller parler avec eux, leur donner la parole pour qu'à cœur ouvert, qu'ils puissent nous dire tout ce qu'ils ressentent. Leur dire toutes les dispositions que l'État malien est en train de prendre avec ses partenaires pour la stabilité. Leur faire comprendre que ce n'est pas de la faute de l'État malien s'ils sont là-bas. C'est une situation qui nous préoccupe et qui nous dépasse tous. Et nous leur avons demandé d'être encore plus forts
et que nous espérons que dans les jours à venir, les semaines à venir, que nous trouverons une solution. De Bamako, le message de réconfort, il est très bien, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de Bamako, de votre position ici, pour ces personnes déplacées à l'extérieur du pays aujourd'hui? Ces personnes déplacées savent qu'ils ont un contact. Ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent taper à la porte du ministère de la Famille. Ils savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent taper à la porte de l'action humanitaire, à la porte du ministère de l'Éducation. Parce que je pense que c'est le contact qui est très important. Ces personnes savent dorénavant, parce que comme ils l'ont dit, c'est la première fois qu'il y a eu une visite officielle pour aller les voir, pour aller les écouter. Donc, ils ont été réconfortés. C'est vrai qu'il y a des résistances, il y a des réticences, il y a des gens qui ne veulent pas croire à ce que nous sommes allés leur dire. Mais nous les avons convaincus. Et le simple fait de leur donner la parole, qu'ils puissent vraiment dire tout ce qu'ils pensent de bien ou de mal du gouvernement, de bien ou de mal de ces rebelles qui ont annexé notre territoire, je pense que ça fait un soulagement moral. Il y en a qui doutent un peu de la bonne foi du gouvernement? Il y en a qui doutent de la bonne foi. Et je pense que c'est légitime. C'est légitime. Parce qu'ils sont partis, ils se disent, est-ce que ce gouvernement pense à nous? Mais le fait d'aller, de les rassurer, ça les a vraiment rassurés. Et ils nous ont convaincus qu'une fois la stabilité acquise au Mali, qu'ils sont prêts à revenir avec nous sur le territoire. D'accord. Madame le ministre, vous l'avez dit, les femmes, les enfants, c'est votre groupe cible. Ils constituent peut-être la majorité de ces gens. C'est déjà des couches assez fragiles. Une attention peut-être particulière pour eux dans ces conditions? L'attention particulière, c'est que avec les partenaires, c'est vrai que nous avons donné des produits alimentaires. Mais avec les partenaires, nous avons constitué aussi des kits qu'on appelle tantôt des kits santé, des kits dignité, qui peuvent contenir tout ce dont une femme ou un enfant peut avoir besoin dans l'immédiat, les besoins élémentaires, les besoins fondamentaux. Et nous avons constitué ces kits. Par rapport aux enfants, le ministre de l'Éducation les a rassurés en disant que l'État malien est prêt à envoyer des enseignants volontaires pour aller faire des cours de rattrapage pour ces enfants. Et que le gouvernement a déjà consenti un programme spécial pour le mois d'octobre pour organiser les examens pour tous les enfants du Nord qui sont déplacés ou à l'intérieur ou à l'extérieur, et même pour les enfants qui sont restés au Nord. Par rapport aux fonctionnaires, parce qu'on en a rencontré beaucoup, ces fonctionnaires aussi avaient des inquiétudes. Est-ce qu'on ne va pas couper leur salaire? Nous les avons rassurés que les salaires ne sont pas coupés et que toutes les dispositions sont prises pour qu'ils puissent bénéficier de leur salaire. Madame le ministre, les personnes déplacées, il y en a à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du pays. Certaines d'entre ces personnes donc ont reçu votre visite à Ségou, à Mopti notamment. Est-ce que leurs conditions sont meilleures à celles de ceux qui vivent à l'extérieur? Je pense que la différence de ces personnes déplacées internes à ces personnes qui sont déplacées, réfugiées au Burkina ou dans les pays voisins, c'est que vous comprendrez qu'avec la solidarité malienne, l'hospitalité, ces personnes sont déplacées mais vivent dans des familles. Ils vivent chez des frères et sœurs. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler de camps de réfugiés sur le territoire malien. C'est vrai que quelque part à Mopti et même à Bamako, au niveau de Niamana et de Niamakoro, il y a certaines familles qui sont déplacées au niveau des églises. Mais à part ça, il y a beaucoup plus de familles qui sont hébergées par d'autres familles et à qui nous avons rendu visite ou sur les sites ou à travers la coordination des ressortissants du Nord.
le Coran. Et là, j'avoue que il est difficile de venir à des familles pour leur demander est-ce que vous avez des familles réfugiées, parce que personne ne te dira que j'ai des familles réfugiées ou j'ai des personnes déplacées, parce que ce sont nos frères. Donc ils sont dans leur famille, ils sont considérés comme des membres de la famille. Qu'est-ce que vous avez réussi justement à faire jusque-là pour ces déplacés internes? Jusque-là, c'est un réconfort moral et c'est des céréales, c'est des produits alimentaires, c'est des moustiquaires, c'est des médicaments. Nous avons fait le minimum. Les déplacés du Nord, c'est sans doute une des conséquences de cette guerre qui est imposée au Mali. Avez-vous donc des espoirs aujourd'hui par rapport à un règlement pacifique de cette situation pour que tout le monde puisse repartir sur son lieu de résidence? Moi, je pense qu'on ne vit que d'espoir. Et compte tenu de tout ce qui se passe au niveau du gouvernement, de tous les efforts qui sont consentis par les partenaires, malgré la réticence des uns et des autres, j'ai encore espoir pour la libération du Nord. C'est vrai que c'est dur que pendant 3 mois, que nous restions toujours sous domination de l'AQMI, de Ansardine, des rebelles. Mais j'ai dit que c'est une dure épreuve à laquelle le peuple malien fait face. Mais les dispositions sont prises pour que tout cela finisse et que nous puissions retrouver la quiétude. L'actualité, c'est aujourd'hui ces jeunes de Gao, et on l'a vu aussi dans d'autres villes, qui se soulèvent un peu pour faire face à ces envahisseurs. Votre position de ministre, quel regard un peu vous jetez sur ça, sur l'action de ces jeunes aujourd'hui, qui se battent pratiquement à main nue contre les occupants? Je pense que c'est une leçon. C'est une leçon. C'est un désespoir qui fait que ces jeunes se sont mis à se battre contre l'ennemi main nue. Et nous sommes vraiment interpellés. Nous sommes interpellés et nous sommes en train, comme je le dis, je le répète encore, et comme vous le savez, à travers, on n'a pas besoin de dire toutes les stratégies par lesquelles nous allons libérer le Nord. Mais je puis vous rassurer que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour ce faire. Venons-en, Madame le ministre, à la journée de l'enfant africain que vous avez célébrée récemment avec ce thème « Appel d'urgence en faveur des enfants du Nord ». Pourquoi cet appel? L'urgence, c'est quoi? Étant donné que c'est la journée de l'enfant, nous avons trouvé opportun de mettre l'accent sur les enfants du Nord, sur un appel d'urgence aux enfants qui ne sont pas du Nord, les enfants qui ne sont pas dans les régions qui sont en conflit. Lancer un appel à ces enfants pour qu'ils puissent contribuer, pour qu'ils puissent être solidaires, faire un plaidoyer auprès de ces enfants pour les sensibiliser et pour qu'ils sachent que quelque part, il y a des enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui ne bénéficient pas de leurs droits. Il y a des enfants qui ne méritent pas cela, qui n'ont rien fait pour mériter. Et c'est pour cela que nous avons dit appel d'urgence. Cet appel d'urgence, c'est pour attirer l'attention des décideurs, l'attention du peuple malien, l'attention des enfants eux-mêmes, pour qu'ils soient responsables, pour qu'ils sachent qu'ils bénéficient de leurs droits au Sud, mais qu'il y a des enfants qui souffrent. Et il faut faire un clin d'œil pour ces enfants. Et nous les avons interpellés pour qu'ils puissent collecter de l'argent. Et j'aime prendre l'exemple des enfants de Baguinda. J'ai dit qu'ils ont quelque part collecté de l'argent en donnant 10 francs, 5 francs, 100 francs. Ils ont collecté à concurrence de 145 800 francs. Ils ont remis cet argent à la FENASCOM en leur disant nous voulons que cet argent soit payé en médicaments pour les enfants de 0 à 15 ans. Et je pense que ça, c'est un geste appréciable
un geste venant des enfants, c'est une leçon que les enfants donnent à leurs parents. Vous estimez que cet appel, il est déjà entendu? Il est entendu. Nous avons fait ce lancement depuis le 16 juin. Et du 16 jusqu'au 30, la collecte va continuer à travers le Parlement des enfants, à travers les différentes académies, pour que d'ici le 30, qu'ils puissent collecter quelque chose. Et au nom des enfants du Sud, que les enfants du Nord puissent savoir qu'ils ne sont pas laissés pour compte. Madame le ministre, le département que vous dirigez aujourd'hui a existé pendant longtemps sous l'appellation du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Aujourd'hui, c'est le ministère de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. Juste un changement d'appellation ou une volonté de faire les choses autrement? Moi, je pense que c'est une volonté de faire les choses autrement. Parce que la famille, c'est le pilier. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous vivons, avant même ce conflit, la famille est effritée. Les enfants sont laissés pour leur propre compte. La femme et l'homme ne savent pas par où donner la tête. Et c'est pour cela, par volonté politique, le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur la famille. Pour vraiment faire une restructuration, aider à la consolidation de la famille, pour que l'éducation de base soit respectée, pour que les enfants sachent qu'ils ont une famille et que nos valeurs sociétales puissent être enseignées à ces enfants pour qu'ils ne soient pas des enfants perdus. Vous n'êtes pas un peu frustré que votre combat de tous les jours, la promotion de la femme, passe aujourd'hui au second plan? La promotion de la femme n'est pas passée au second plan. D'accord. Parce que la famille, c'est la femme, c'est l'homme, c'est l'enfant. Donc la famille, c'est un tout. Et c'est un tout, c'est une entité avec des composantes complémentaires. En quelques mots, quels seront les axes prioritaires de la politique que vous allez mener? Les actes prioritaires. Aujourd'hui, notre priorité, c'est d'abord la paix. Et comme je l'ai dit, nous avons la restructuration et la consolidation de la famille effritée par la crise au nord. Nous avons aussi la protection des droits de la femme. Aujourd'hui, les femmes sont laissées à elles-mêmes. Vous savez, si vous prenez les régions nord aujourd'hui, toutes les femmes et les filles et les enfants en un mot se sont déplacés. Tous les camps dans lesquels nous sommes allés, la majorité de la population, ce sont les femmes et les enfants. Comment faire pour les aider à récupérer leurs droits? Comment faire pour les aider, les sensibiliser psychologiquement, moralement, pour que vraiment cette situation qu'elles vivent puisse être acceptable pour elles? Et je pense, en ce qui concerne l'enfant, c'est la même chose, c'est toujours les droits. Comment faire pour que ces enfants aient un centre d'écoute, que ces enfants aient des aires de jeu, pour qu'ils puissent oublier ce qui se passe aujourd'hui au Nord, en attendant le retour à la paix. 12 ans donc que vous êtes secrétaire exécutive régionale de l'OPF, l'Organisation panafricaine des femmes. Un petit bilan du parcours en matière de promotion de la femme? Des avancées? Oui, des avancées, parce que, comme vous le savez, l'Organisation panafricaine est une vieille organisation qui a 50 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, que nous puissions parler de ministère de la promotion de la femme ou de ministère de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant, c'est parce qu'il y a 50 ans, une organisation a été créée, des femmes se sont battues pour les droits de la femme et de l'enfant. Et donc je pense que tout ce qui a été fait, c'est grâce au combat de ces pionnières. C'est grâce à l'existence de cette organisation qui s'est toujours battue auprès des pères fondateurs de l'OUA, l'actuelle Union africaine, pour que le droit puisse être respecté et que le droit soit dit par rapport à la femme, pour que la femme puisse aller à l'école, pour que la fille puisse aller à l'école, pour que la femme puisse s'épanouir
à travers des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent bénéficier en un mot de ces droits fondamentaux. Et donc je pense beaucoup reste à faire, mais après 50 ans, on peut dire qu'il y a eu des avancées. Si je vous demandais quand même votre plus grande satisfaction et par ailleurs votre plus grande déception, appelons ainsi. Ma plus grande déception, c'est d'entendre certaines personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui pensent que la place de la femme, c'est toujours à la maison, que la femme n'a pas droit au chapitre, que la femme ne doit pas aller à l'école, que la femme ne doit pas débattre des préoccupations du pays. Ça me laisse un peu sur ma faim. Mais je dis, c'est peut-être positif parce que ça nous permet quand même de mieux cibler nos stratégies et pouvoir atteindre nos objectifs. La satisfaction, c'est de voir que de plus en plus dans nos pays, le taux de scolarisation va croissant. Les femmes de plus en plus comprennent qu'elles ont un rôle à jouer parce qu'on ne peut pas demander à plus de 51% de la population de rester inerte, de rester dans la famille, de s'occuper que des activités domestiques. Donc je pense que ça c'est une satisfaction et c'est une avancée. Merci Madame le ministre. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous et bonne suite de programme.